Après plus de 150 ans de l'abolition légale de l'esclavage aux Pays-Bas, ses ravages hantent chaque roi régnant. Maintenant, c'était au tour du roi néerlandais actuel, Willem-Alexander. Cela s'explique par le fait qu'avant le 1er juillet 1873, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales avait généré des millions de livres de la monnaie de l'époque grâce à l'esclavage. Et lors de l'anniversaire de cette année de l'abolition légale de l'esclavage, le roi néerlandais a prononcé des paroles inattendues sur sa propre famille royale d'Orange-Nassau. C'était le dernier regret qui avait étouffé divers rois précédents aux Pays-Bas, et le roi Willem-Alexander l'a enfin exprimé. Pour l'anniversaire de cette année, la scène était prête, et tout le monde attendait le discours du roi néerlandais. Mais personne ne savait que le roi dirait cela. Bienvenue dans un nouvel épisode de Wasaewa, une chaîne YouTube où nous parlons de l'histoire noire moins connue et cachée, de la culture, des arts et des civilisations disparues. Nous scrutons l'histoire ici pour ramener la culture noire à la surface. Nous tenons à remercier les membres de notre communauté qui regardent nos vidéos et nous soutiennent. Pour ceux qui sont nouveaux, nous vous encourageons à rejoindre notre communauté pour soutenir et construire un moyen solide d'éducation sur l'histoire noire. Dans cet épisode, nous allons expliquer ce que le roi néerlandais a dit, secouant à la fois la famille royale et les citoyens des Pays-Bas. Commençons. Il était une fois, au début des années 1600, qu'une entité remarquable est née, officiellement connue sous le nom de Véronique d'Ostindische Compagnie, mais couramment désignée comme la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Cependant, peu de gens savaient que cette entreprise s'engagerait dans l'un des pires crimes contre l'humanité, ne se souciant que de ses profits. Elle a commencé son voyage avec une mission en apparence modeste, celle de commercer avec l'Inde moghole, une région qui détenait les secrets convoités de la production de coton et de soie, ardemment recherchés par l'Europe. Peu de gens savaient que le destin avait des projets bien plus grands en réserve pour cette entreprise nouvellement créée. Le gouvernement néerlandais lui a accordé un monopole extraordinaire de 21 ans sur le commerce des épices avec les pays d'Asie du Sud, un coup de chance qui modifierait à jamais le cours de l'histoire. Avec cette nouvelle opportunité, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales s'est aventurée dans des eaux inconnues, embrassant de nouveaux horizons qui la conduiraient à devenir la toute première entreprise multinationale au monde. L'entreprise a rapidement établi des colonies, laissant son empreinte dans divers coins du monde. Au début des années 1600, la VOC a atteint un jalon sans précédent, devenant la première entreprise jamais cotée en bourse, signalant ainsi son entrée dans l'ère moderne des sociétés multinationales. Ce géant florissant a attiré des talents de nations diverses, renforçant ainsi sa présence et son impact mondial. Cependant, ce qui a vraiment distingué la VOC, c'était sa concentration de pouvoir étonnante, une réalité qui donnerait des frissons à tout observateur contemporain. Dotée du pouvoir de faire la guerre, de capturer des prisonniers et même de prononcer des exécutions, la VOC était une force redoutable. Elle avait le pouvoir de frapper sa propre monnaie, de négocier des traités et d'établir des colonies avec une audace inégalée. Une telle concentration de pouvoir immense permettait à la VOC de fonctionner à un niveau d'influence inégalé dans toutes les colonies d'outre-mer, sans se soucier du gouvernement néerlandais. L'influence de la VOC transcendait les frontières et s'étendait sur de vastes territoires au-delà de l'Inde et de l'Asie du Sud. Pendant un siècle, elle a laissé une empreinte indélébile dans des endroits aussi lointains que Maurice, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, Taïwan, le Japon, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. Même si tous ces endroits n'ont pas été le théâtre de colonies permanentes, l'ampleur de la portée de la VOC soulignait la largeur de ses opérations. L'émergence de la société commerciale coïncidait avec un moment clé de l'histoire néerlandaise. Les Pays-Bas venaient de rompre récemment avec le joug espagnol pour forger leur chemin en tant que république néerlandaise. Cependant, cette nouvelle liberté apportait également la vulnérabilité et l'incertitude. Pour se protéger contre d'éventuelles menaces, la République néerlandaise s'est tournée vers la VOC, la reconnaissant comme un moyen de tirer richesse des terres lointaines. L'afflux de richesses a renforcé la jeune nation, lui permettant d'affirmer son indépendance tout en étendant sa prise sur d'autres territoires. Cependant, le chemin vers la prospérité était pavé de décisions difficiles, parfois déconnectées de considérations morales ou idéologiques. Puisque la Compagnie néerlandaise des Indes orientales bénéficiait du soutien de la République, en échange de la fortune, elle semait la désolation dans les nations colonisées.
Cette puissante organisation commerciale était animée par une insatiable soif de profit, et elle n'hésitait pas à recourir à des tactiques impitoyables pour atteindre ses ambitions économiques. L'un de ses outils les plus impitoyables pour maximiser les gains était l'exploitation sans scrupule des Africains réduits en esclavage. Avant de continuer, dites-nous, appréciez-vous la vidéo? Si oui, veuillez aimer et partager la vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Poursuivons maintenant. La VOC avait une présence prédominante dans diverses colonies asiatiques, où elle prospérait grâce au lucratif commerce des épices. Dans des endroits comme Batavia, aujourd'hui Jakarta, en Indonésie, et les Moluques, l'entreprise récoltait d'immenses fortunes grâce à des cultures comme le sucre, le café et les épices. Mais derrière cette prospérité apparente se cachait une sombre vérité. La VOC dépendait fortement du travail esclave pour exploiter ses plantations. Les peuples autochtones, privés de leur liberté et de leur dignité, travaillaient dans des conditions cruelles pour cultiver et transformer ces produits prisés, tous destinés à l'exportation vers l'Europe. L'exploitation impitoyable de ces Africains réduits en esclavage permettait à la VOC de produire des marchandises à des coûts minimes, gonflant ainsi ses marges de profit à des niveaux sans précédent. Sa capitalisation boursière avait atteint 7,9 billions de dollars américains de nos jours, devenant plus importante qu'Apple, Google ou toute autre entreprise. Bien plus au sud, au Cap de Bonne-Espérance, de nos jours le Cap en Afrique du Sud, la VOC a établi une station de ravitaillement vitale pour ses navires en voyage. Mais même dans ce poste stratégique, la société ne montrait aucune pitié. Elle dépendait du travail forcé issu de régions lointaines comme Madagascar, le Mozambique et l'Inde. Ces malheureux étaient contraints de travailler dans les fermes de l'entreprise, de construire des infrastructures et de contribuer à diverses activités économiques. Leur travail, extrait sans récompense, alimentait considérablement la capacité de la VOC à approvisionner ses navires, réduisant les coûts et maximisant les profits globaux. Mais la portée de la VOC s'étendait bien au-delà des limites de la colonie du Cap et des plantations asiatiques. L'immensité de l'océan Indien était également à sa portée, et l'esclavage y sévissait. La VOC a joué un rôle actif dans la capture, le transport et la vente d'individus réduits en esclavage. Une fois pris dans la toile impitoyable de l'influence de l'entreprise, ces malheureuses âmes sont devenues cruciales pour le fonctionnement des navires de la VOC. Elles étaient soumises à des tâches épuisantes telles que la manutention des marchandises, l'entretien des navires et l'exécution d'autres tâches essentielles au cours de longs et éprouvants voyages en mer. Leur travail non rémunéré a contribué de manière incommensurable à la prospérité économique globale de la VOC. Au cœur des îles aux épices, les Moluques, renommés pour leurs précieuses épices telles que la muscade et les clous de girofle, la VOC a resserré son emprise sur le monopole du commerce des épices. La main-d'œuvre réduite en esclavage a été enrôlée dans les plantations d'épices, garantissant un approvisionnement constant et ininterrompu de ces biens très recherchés. Avec le contrôle de l'ensemble du processus de production, de la culture à la transformation et à l'exportation, la VOC exerçait un pouvoir immense. En dictant les prix et en extrayant des profits maximaux, l'entreprise devenait plus riche et plus puissante chaque jour qui passait. La dépendance de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales à l'égard de l'esclavage et de la traite des esclaves était une vérité hideuse derrière sa façade étincelante de prospérité. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, les cris des opprimés résonnaient à travers les âges, nous rappelant le coût élevé payé par d'innombrables âmes pour remplir les coffres d'un empire bâti sur le dos des esclaves. Même si la Compagnie néerlandaise des Indes orientales faisait tout, c'est la famille royale des Pays-Bas qui la soutenait. C'est pourquoi maintenant le roi néerlandais Willem-Alexander est venu dire ce que personne n'avait fait auparavant. Dans un moment puissant qui restera gravé dans l'histoire, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a fait un pas significatif et courageux. Lors d'une cérémonie marquant le 160e anniversaire de l'abolition légale de l'esclavage aux Pays-Bas, y compris dans ses anciennes colonies des Caraïbes, le roi s'est tenu devant une foule rassemblée dans un parc d'Amsterdam pour présenter des excuses formelles et sincères pour la participation de son pays à la traite transatlantique des esclaves. Dans un acte de transparence remarquable, le roi Willem-Alexander n'a pas éludé la reconnaissance de la complicité historique de la famille régnante Orange-Nassau dans les sombres chapitres de la traite des esclaves. Vous devez savoir qu'aucun roi auparavant n'a confessé le rôle de la famille royale dans l'esclavage. Eh bien, il a dit la vérité,
car, selon un rapport commandé par la Chambre des députés, la famille royale des Pays-Bas a gagné une fortune d'environ 500 millions de livres grâce à l'esclavage. Il a humblement admis qu'il n'avait jamais pris position contre cette pratique inhumaine. Ses paroles résonnaient de sincérité et d'empathie alors qu'il demandait pardon du fond de son cœur et de son âme, comprenant pleinement l'immense injustice historique et la souffrance endurée par des millions d'individus réduits en esclavage. Abordant la question du racisme qui persistait toujours dans la société néerlandaise, le roi a reconnu que tout le monde ne soutiendrait peut-être pas immédiatement ses excuses. Il avait raison car, après ses excuses, plus de 60% de la population aux Pays-Bas s'y est opposée. En réfléchissant à la traite transatlantique des esclaves, le roi a reconnu comment elle avait apporté une immense richesse aux ancêtres de la famille royale néerlandaise, propulsant la nation dans ce qui serait connu sous le nom de l'âge d'or de l'Empire néerlandais et de la culture au cours des XVIe et XVIIe siècles. L'estimation stupéfiante d'environ 600 000 Africains transportés de force en Amérique du Sud et dans les Caraïbes dans le cadre de ce commerce répréhensible témoignait de l'ampleur des atrocités commises. Pendant des années, les descendants d'individus réduits en esclavage avaient appelé le roi à faire cette apologie monumentale, et lors de la cérémonie à l'Oosterpark à Amsterdam, leurs voix furent enfin entendues. Reconnaître que la Compagnie néerlandaise des Indes orientales s'était livrée à un crime odieux contre l'humanité et que la famille royale néerlandaise en avait tiré profit sont des choses que aucun roi n'avait précédemment confessées. Oui, Willem-Alexander a vraiment changé l'histoire. Cependant, seule une excuse et une confession ne suffisent pas. Peu importe ce que les familles royales font, leur soutien à l'esclavage les hantera à jamais. Saviez-vous que même les familles royales ont gagné grâce à l'esclavage ? N'est-ce pas la raison pour laquelle elles ne s'opposaient pas à l'esclavage pour que leur fortune puisse continuer à croître ? Faites-nous part de votre opinion sur le fait que tous les pays européens et leurs familles royales devraient s'excuser, tout comme l'a fait le roi des Pays-Bas. Les Noirs glorieux ont été. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez branchés.